grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. C'est au comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali que nous avons voulu nous intéresser aujourd'hui, et ce, à la faveur de la reprise des travaux de cette structure après 15 jours de suspension. Ce démarrage des activités du comité de suivi inspire-t-il l'optimisme? Les problèmes de sous-représentativité évoqués par certains sont-ils fondés? Le comité aura-t-il les moyens de veiller sur l'application de l'accord? Que peut-il faire en cas de faille de la part de l'un des signataires? Ces questions et bien d'autres sont celles que nous allons adresser à nos invités qui sont Moussa Mara, président du parti Yélema, ancien Premier ministre, il sera en ligne. Amadou Goïta, du parti socialiste, il est là. Dans ce studio, le professeur Abdoulaye Niang, qui est chercheur, est également là. Et Fassirima Diakité, qui est l'administrateur de la Fondation Balazan, il est membre de la société civile. Le grand dialogue de ce mercredi vous est présenté par Seydou Fomba. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ils étaient nombreux, les Maliens, à se réjouir de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation le 20 juin dernier. Mais la signature d'un document, quelle que soit son importance, ne peut être une fin en soi. Un accord, ça doit être suivi des faits, donc appliqué, ce qui passe par un certain nombre de démarches. La première, c'est la mise en place d'un comité de suivi. Après une suspension de 15 jours, il vient d'entamer ce comité, sa troisième réunion. La première n'avait pas du tout été facile. On parlait de problèmes de leadership, de divergences à l'intérieur des mouvements armés. On sait que les Maliens, d'une manière générale, suivent de près le démarrage du comité. Alors, ce début vous inspire-t-il l'optimisme? Nous allons poser la question en premier lieu à l'ancien Premier ministre Moussa Mara, président du parti Yélema, qui est en ligne. Monsieur le Premier ministre. Oui. Alors, je disais que tous les Maliens suivent. Enfin, d'une manière générale, quand même, les Maliens suivent de près le démarrage du comité de suivi de l'accord de paix. Et ce début des travaux, est-ce que ça vous inspire optimisme? Vous savez, c'est un exercice dont nous n'avons pas forcément l'habitude. C'est la première fois que nous ayons un comité de suivi avec ce niveau de représentation et avec cette importance face à une crise aussi qui est la plus importante que nous avons eu à gérer. Donc, l'inexpérience, les tensions, les attentes contradictoires, tout ça, ça fait que le démarrage est difficile. Mais j'ai compris que le règlement intérieur a été adopté. C'est aujourd'hui même une bonne chose. Et que donc les conditions sont réunies pour qu'on démarre sur le vif du sujet, c'est-à-dire les sujets les plus importants de la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des difficultés de démarrage. Le plus important, c'est que tout le monde soit totalement mobilisé pour que ça avance. Le professeur Abdoulaye Niang. Oui, il faut qu'on souhaite que ça soit positif. Mais le problème qui se pose, on va suivre quoi? Moi, je ne sais pas quel accord. On parle de l'accord d'Alger ou du processus d'Alger? Parce que ce qui a été signé, les 30 pages là, c'est un élément. Le 5 juin, deux documents ont été signés. Même ce qui a été signé d'abord, il y avait 12 pages de réserve du gouvernement du Mali. Il y avait Gacha qui dit que 80% de l'accord constitue son input, mais 20% n'ont pas été pris. Et il y avait les gens de la SEMA qui étaient partis consulter et qui avaient dit qu'ils ont besoin d'assurances, dont certaines assurances ont été portées le 5 juin. Donc, c'est tout ça qui constitue le processus d'Alger. Et tous les discours qui ont été prononcés aussi, le 20 mai, et le 15 mai et le 20 juin font tous partie de la chose. Et mieux, quand la France se porte garante de l'accord, ça fait partie du processus. Et quand Paris dit j'ai Ibeka à l'œil, tout ça, ça fait partie du processus. Donc, en réalité, ce qu'il faut faire et qui a manqué et qui a pris 8 mois, c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'analyse des causes profondes de la crise. Nous sommes en train de mettre les bœufs avant la charrue. Et je peux vous garantir, 8 mois ont été faits pour avoir 30 pages. Ils ont 2 ans de suivi, mais suivre quoi? Et qui sont-ils pour suivre quelque chose qu'ils ont élaboré? L'Algérie, étant celui qui a élaboré beaucoup plus le document, il va être encore le président du suivi, le président des sanctions. Est-ce qu'ils ont eu l'accord de leur Parlement, de leur Assemblée nationale?
Comme les États-Unis ont dit, est-ce que si le Congrès ne signe pas et ne ratifie pas un accord, il ne peut pas être partie prenante. Donc il y a beaucoup de problèmes. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau-là. Moi d'abord, c'est l'animal qui va être suivi que je ne connais pas très bien et que le plan d'action n'a pas été défini. Les implications financières n'ont pas été définies. Eh bien, mon cher ami, il faut être un grand expert pour pouvoir suivre quelque chose qui est mal défini. Facilement, Diakité de la Fondation, vous êtes administrateur de la Fondation Balazan, vous êtes de la société civile. Et merci bien de nous donner l'occasion ici de mettre un peu des avis sur cette question importante pour notre pays aujourd'hui. Pour la Fondation Balazan, le comité du suivi, oui, parce que c'est un instrument dont les parties prenantes se sont dotées pour voir comment on va mettre en œuvre les dispositions de l'accord. Et si on prend les 4 termes de la mission de ce contrôle, de ce comité de suivi, c'est d'abord le suivi, bien entendu, avec son contenu. C'est le contrôle, c'est la supervision et c'est la coordination des activités qui doivent aboutir à faire le point un jour si ce qui a été conclu a été appliqué ou pas. Nous, en tant que Fondation Balazan, je précise que nous sommes Fondation Balazan pour la gouvernance et la stabilité, donc préoccupés donc par les problèmes de bonne gouvernance et de stabilité dans notre pays. Un tel accord, nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas rester en marche sans suivre ça avec l'instrument, en tout cas, qui a été mis d'abord en place pour le suivi. Ensuite, nous, en tant que Balazan, nous avons aussi notre avis sur le mécanisme de suivi, parce que vous savez, dans l'article 51 de l'accord, il est dit que la classe politique, la société civile, dans toute sa composante, doit se mettre aussi en branle pour que cet accord-là puisse être appliqué et suivi. Et nous allons faire des propositions dans un séminaire que nous organiserons samedi, le 25, s'il plaît à Dieu. Amadou Goïta, du Parti Socialiste. Merci, je voudrais tout d'abord dire bonsoir aux auditrices du studio Tamani et bonsoir au Premier ministre. Pour moi, ce n'est pas la première fois qu'on a un comité de suivi. C'est vrai, pour les autres accords, c'était le comité de pilotage. Que ce soit l'accord de Tamaracet, que ce soit... Il y a une différence entre les deux. Non, comité de pilotage, comité de suivi. Ce comité était là aussi pour veiller sur la mise en œuvre de l'accord de Tamaracet du Pacte national, de l'accord de 2006 et même de l'accord de Ouagadougou. Maintenant, la question fondamentale que nous nous posons, nous avons estimé qu'après que l'Algérie ait été le médiateur de ce processus, est-ce qu'il était mieux, sinon préférable que l'Algérie soit encore présidente de ce comité de suivi? La présence de ce comité de suivi aurait dû revenir à une organisation sur-régionale ou continentale, ou pourquoi pas aux Nations Unies. C'est une question fondamentale qui mérite d'être posée. Maintenant, la mission de ce comité de suivi, c'est pour suivre la mise en œuvre de l'accord. Le professeur Niang vient de rappeler tout de suite, nous avions fait 8 mois pour avoir un accord. J'espère qu'on ne fera pas 8 mois pour que ce comité de suivi puisse réellement commencer son travail. C'est une question fondamentale. Je suis d'accord qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Aujourd'hui, cet accord est un accord que le peuple malien a accepté à l'arracher. Comme vous le savez, c'est des compromis qui ont été faits et des compromis que vous et moi savions tous. Mais nous avions estimé que si c'est pour la paix, si c'est pour le retour de la paix, nous allons essayer. Mais si dès le début de la mise en œuvre de cet accord, et que pour des questions de forme qu'on ne parvient même pas à mettre en place, comment on peut parler d'un comité de suivi sans d'abord réfléchir sur les règlements intérieurs? Il a fallu que ce problème se pose à la première réunion du comité de suivi. Il aurait dû se faire en amont. On aurait dû savoir qu'on ne peut pas ramener les uns et les autres, les parties protagonistes autour de la table, pour veiller, pour surveiller, pour superviser la mise en œuvre d'un accord sans qu'il y ait un document de base qui est quand même un règlement intérieur. Mais nous avons appris que c'est résolu. Bon, nous osons espérer que le fond va emporter sur la forme. Alors, le Premier ministre Moussa Mara, est-ce que vous pensez que l'Algérie qui a donc dirigé la médiation, pensez-vous que c'est gênant que cette même Algérie soit encore à la tête du comité de suivi? Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que ce débat est opportun. L'Algérie a été médiateur et des parties ont signé un document et ont donné leur accord pour que l'Algérie soit le responsable du comité de suivi, et le gouvernement malien et les différents groupes armés qui ont signé l'accord de paix. Donc aujourd'hui, le plus important, c'est d'avancer. L'Algérie connaît le dossier, a été impliquée à toutes les étapes, connaît les parties, donc ça fait des arguments qui vont en faveur de sa position aujourd'hui d'arbitre dans la mise en œuvre, puisque diriger le comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord, c'est un peu arbitrer entre les positions des uns et des autres.
qui pourraient apparaître comme contradictoires ou antagoniques pendant les discussions au sein du comité de suivi. Donc pour moi aujourd'hui, c'est plutôt comment faire pour avancer. Je suis d'accord avec toutes les parties. J'ai compris, au-delà des positions des uns et des autres, nous avons tous envie que le pays sorte des difficultés. Cet accord de paix, comme tout accord de paix, ne peut pas être considéré comme parfait, mais c'est un document de base qui devrait nous permettre, si tout le monde est de bonne foi dans l'application, de nous sortir des difficultés. Nous sommes tous des Maliens, nous sommes dans cette posture-là, que nous soyons pour l'accord ou que nous ayons à le critiquer. Pour moi, le plus important, c'est comment faire en sorte que le comité puisse être fonctionnel rapidement et surtout, comment faire en sorte que les phases les plus délicates de la mise en œuvre de l'accord, on puisse les commencer, les mettre en œuvre et que les populations voient concrètement sur le terrain l'impact de la mise en œuvre de l'accord. À mon avis, c'est le plus important aujourd'hui. Professeur Ablagnan. Non, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de faire appel aux chercheurs pour décortiquer les orientations stratégiques et de le faire sous forme de plan actionnable. Sans cela, ce n'est pas possible de suivre. Suivre quoi? Les paroles qui ont été données, les engagements qui ont été donnés. Mais quand on voit la partie financière, on veut aller faire une table ronde à Paris pour pouvoir avoir les ressources et vous voulez suivre quelque chose, vous n'êtes même pas sûr des ressources financières. Vous voulez faire un forage et on ne sait pas où est-ce que l'argent va venir. Oui, mais M. Nyang, je crois que le comité a toutes les raisons de compter sur la communauté internationale qui l'a. Je vous dis que là-bas, ils ne sont pas des pays bananiers comme nous. Vous voyez la Grèce? La Grèce, d'abord, il a fallu que le Premier ministre aille consulter le peuple par référendum pour s'assurer d'abord qu'il peut engager le pays. Et puis après, quand il l'a fait, il est retourné aux autres avec son plan qui a passé devant l'Union européenne. Les Allemands l'ont fait passer devant leur assemblée. Les Français sont en train de débattre parce que là-bas, on ne peut pas engager les ressources financières de cette manière-là. Si on pouvait avoir confiance en eux, l'Afrique sera la région la plus développée au monde parce que c'est l'Afrique où on fait tellement d'engagements, on prend tellement d'engagements. C'est-à-dire quand on ne connaît même pas la nature de l'engagement, ce n'est pas possible. Et puis ce que je peux vous dire avec certitude, les causes profondes et les relations sous-jacentes à la crise n'ont pas été prises en compte parce qu'elles n'ont pas été simplement étudiées. C'est l'occasion de faire une petite parenthèse et de donner la chance à ceux qui ont fait de la recherche de venir partager les résultats de leurs recherches et de mieux guider en ce moment le processus d'Alger, qui n'est pas simplement un accord sur le papier comme on l'a vu, on l'a fait plusieurs fois. Facilement, mais on est à leur disposition. Facilement Diakité. Ok, merci bien. Bon, je suis peut-être d'accord avec le professeur qu'il faille peut-être faire appel aux universitaires pour analyser en profondeur cet instrument précieux qui vient d'être signé. Mais je partage également ce que le Premier ministre vient de dire. C'est que cet accord est signé, il vaut ce qu'il vaut avec ses insuffisances et ses acquis. Et qu'à partir de ce moment où il constitue un instrument de travail, qu'un mécanisme de suivi est mis en place, le plus important aujourd'hui, comme l'a dit M. le Premier ministre, c'est de faire en sorte que ce qui a été dit, les 150 engagements environ qui sont contenus dans l'accord, puissent être suivis de façon très précise. Qu'est-ce qu'on a prévu dans 30 jours? Qu'est-ce qu'on a prévu dans 50 jours? Qu'est-ce qu'on a prévu dans 100 jours? Qu'est-ce qu'on a prévu dans 180 jours? Il faudrait que nous ayons un œil là-dessus et qu'à chaque moment, nous puissions dire oui, aujourd'hui, à 30 jours, nous sommes à tel point de réalisation, à 50 jours, nous ne sommes pas à tel point de réalisation et que oui, nous nous arrêtons pour dire pourquoi ça n'a pas marché et peut-être les universitaires auront leur rôle à jouer à ce niveau-là pour faire une analyse tout à fait scientifique, en tout cas de ce qui a conduit à la réussite ou à l'échec de tel ou tel point. Et je suis d'accord avec le professeur là-dessus, mais je dis que je suis d'accord aussi avec le Premier ministre que nous devons avancer et que cet instrument-là doit être suivi par un comité de suivi et par d'autres comme un mécanisme que nous envisageons de faire avec la société civile pour effectivement suivre auprès de ce comité de suivi et de l'observateur qui est prévu aussi dans l'accord, des dispositions qui sont prévues et qui doivent être appliquées. Studio Tamani, 18h30, une courte pause avant la suite de ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Alors, Amadou Goïta du Parti Socialiste, vous aussi, comme le Premier ministre, vous pensez que l'essentiel, c'est d'avancer vers la paix avec ce comité de suivi? Oui, l'essentiel, c'est d'avancer. Comme je l'ai dit, c'est un processus.
j'ai rappelé qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Mais nous estimons que 2 mois après la signature de l'accord par le gouvernement et la plateforme, 1 mois après la signature par la CEMA, il urge aujourd'hui que ce comité de suivi soit mis en place. Il urge aujourd'hui que ce comité de suivi commence son travail, qui doit d'abord commencer par le cantonnement, le désarmement, et que la souveraineté du Mali s'exerce partout. À partir du moment où on a signé un document, où on reconnaît les 4 principes, la souveraineté, l'intégrité territoriale, la forme laïque et républicaine et l'unicité du pays, c'est normal que l'armée malienne soit aujourd'hui à Kidal, que l'armée malienne soit aujourd'hui partout. Donc ce comité de suivi soit s'étale à ça. Voilà, s'étale plutôt à ça. Voilà pourquoi nous sommes un peu inquiets. Si pour la forme des questions de budget, des questions de poste, parce que nous avons même appris qu'il y a des problèmes internes au sein de certains groupes armés, bon, je pense qu'il ne faudrait pas que cette question de forme ait raison, puisque les populations du Nord aspirent aujourd'hui à la paix. La population du Nord aspire aujourd'hui au retour de la sécurité. Hier seulement, un convoi de l'armée malienne a été attaqué. Nous nous posons des questions. Comme vous le savez, le conflit n'est plus au Nord. Sikasso a été attaqué, Nara a été attaqué. Donc ça devient une question globale. Donc ce comité de suivi doit vite s'atteler à commencer son travail. Alors, on va maintenant s'intéresser à la composition du comité de suivi. Et vous savez, certains parlent de sous-représentativité de la majorité des populations sédentaires. Votre avis là-dessus, monsieur le Premier ministre, qui est toujours en ligne? Bon, d'abord, dans un premier temps, comme je vous l'avais dit à la préparation, je vais être obligé de vous quitter après avoir répondu à cette question. Nous sommes au courant, oui. Sur un agenda un peu compliqué. Tout à fait, oui. Le comité de suivi, en réalité, il implique les parties signataires de l'accord avec ceux qui garantissent un peu la mise en œuvre, c'est-à-dire les pays voisins, les organisations régionales, internationales et quelques pays impliqués comme la France et autres. Et les parties signataires, c'est le gouvernement de la République du Mali et puis les deux familles de groupes armés. Et il se trouve que dans les familles de groupes armés, la représentation des communautés ne sont pas forcément les mêmes, puisque toutes les communautés ne se sont pas engagées dans le conflit. Donc il va sans doute de soi que dans la composition du comité de suivi, vu qu'on part sur la base des parties signataires, que telle communauté ou telle communauté puisse se sentir exclue. Mais ici, il ne s'agit pas de mettre en place une mini-nation malienne. Il s'agit de mettre en place une organisation des belligérants, des parties en cause, pour qu'ensemble, ils puissent conduire le processus de paix de manière heureuse. Donc voilà un peu, moi, mon sentiment par rapport à cette question. De manière générale, comme vous l'avez dit, et le tour de table l'a montré, je suis sûr que les uns et les autres qui parlent sont animés du même sentiment. Il faut qu'on avance. Et il faut que, comme le responsable de la Fondation Balanzan l'a dit, que l'article 51 soit vraiment mis en œuvre par la société civile, les partis politiques, et que tous les Maliens s'impliquent dans la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est là où, à mon avis, on arrivera à créer un mouvement d'ensemble qui conduira tout le monde vers la sortie de crise. Donc, vraiment, bonne continuation. Donc, il ne reste qu'à vous remercier, monsieur le Premier ministre. Merci pour avoir, malgré votre calendrier très chargé, merci d'avoir accepté de participer à ce débat. Alors, nous allons retourner dans ce studio et nous donnons maintenant la parole au professeur Nyanga. Oui, je pense que la composition de ce comité ne peut jamais être parfaite. C'est le Mali. Ce n'est pas simplement les 3 régions sahariennes du Mali. Il y a peut-être les 3 régions sud-ouest aurifères du Mali aussi. Mais on ne les prend pas en compte. Et si le gouvernement du Mali doit sortir de l'argent du trésor, la région de Caille est la première contributrice aux ressources fiscales et douanières. Vous croyez qu'ils vont être obligés de respecter ce que le comité de suivi va leur dire du point de vue répartition des ressources? Ils vont dire, nous sortons de l'or chez nous et nous n'avons pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'emploi pour nos enfants. Et même la route internationale qui est venue de Bamako pour Dakar nous a contourné pour 6 km. Et Maïga, maître Arnaud Touré, plutôt, a parlé. Il a dit, nous sommes guerriers de notre côté là-bas, mais les peuples qui sont dans la zone sud aussi sont autant des populations guerrières que nous. Et il faut faire extrêmement attention. Quand on veut faire la composition du comité et qu'on ne tient pas compte et de la société civile de façon variée, mais aussi des autres régions, et déjà la race Bo s'est manifestée,
mais nous partons vers l'atomisation de ce pays si ce comité de suivi n'est pas mis en place comme il faut. Et moi, je suis d'accord avec mon jeune frère Amadou. L'Algérie ne devrait en aucune manière être le président du comité de suivi. Et d'ailleurs, on a senti dans la presse que les pays du Conseil de sécurité sont venus parce qu'ils ne veulent pas, parce que en fait, l'Algérie est partie prenante, mais aussi elle est partie concernée. Parce que si ça réussit, tant mieux, mais si ça ne réussit pas et que la fédération du Mali, le 20 juin, c'est la date anniversaire de la fédération entre le Soudan et le Sénégal. Ils ont signé le 20 juin. Si jamais ils veulent le répéter dans 3 mois pour qu'il y ait une fédération éclatée, l'aménagement a été repositionné selon la résolution 22-27 pour servir dans son mandat de séparer deux belligérants. Ils n'ont pas besoin de djihadistes, ils n'ont pas besoin de narcotrafiquants, ils n'ont pas besoin de terroristes, mais ils ont besoin de séparer d'eux pour maintenir la paix. Et la paix, maintenant, apparemment, la CEMA ne tire pas sur les autres, mais on ne sait pas qui a tiré sur les femmes. Bon, ça c'est autre chose, mais on ne le sait pas pour le moment, parce qu'il y a une confusion. Nous sommes dans une situation asymétrique. Le comité de suivi va avoir un travail extraordinaire. Nous n'avons pas dit de ne pas avoir le comité de suivi. Nous avons dit qu'il y a une étape qui est importante, c'est l'étape de rattraper l'erreur qui a été commise, qui nous a conduit à 8 mois de négociations, qui était d'analyser les causes profondes et les relations sous-jacentes. Et c'est à partir de là maintenant qu'on devrait savoir quel est le problème, quel modèle il faut appliquer et quelle solution il faut avoir. Ça, c'est la logique mathématique. Et ça n'a pas été fait. Et ça va rendre impossible le travail du comité de suivi. C'est ce qu'on est en train de dire seulement. Et c'est ce qui a rendu la médiation pratiquement impossible. 8 mois de médiation, pour faire quoi? Pour sortir 30 pages. Et 30 pages où tout est flou. Un mauvais accord vaut mieux que 0 accord. On est d'accord. Mais il faut rendre maintenant l'accord bon. Et ça, c'est notre détermination à nous, en tant que chercheurs et en tant que citoyens et réseau de citoyenneté organisée, pour qu'on ne continue pas, sinon on est en train de mettre les bœufs avant la charrue et on ne s'en sortira pas, on verra de crise à crise. Facilement diacté. Merci. Bon, au niveau de la Fondation Balanza, nous pensons que... Je rappelle que vous êtes la société civile, c'est bien cela. D'accord, la société civile, mais quand même représentant de la Fondation Balanza, dont je suis l'administrateur, vice-président. Allez-y. Il ne s'agit plus de réécrire l'accord. Il est accepté, signé, et nous devons aller de l'avant. Le plus important aujourd'hui, c'est d'aller de l'avant. Mais aller de l'avant en nous donnant les garanties nécessaires que l'aboutissement sera une paix durable et définitive. Comment arriver à cela? Il y a ce comité de suivi, il y a l'observatoire qui est proposé, en tout cas qui est acquis dans l'accord. Mais il y a aussi, comme le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure après mes propos, que l'article 51 de l'accord donne à la société civile dans toutes ses dimensions la possibilité de créer un mécanisme de suivi qui aura pratiquement le même rôle, en tout cas sans empiéter sur les prérogatives des institutions qui sont prévues dans l'accord, en tout cas qui aura la possibilité de veille et d'alerte. Et nous allons aider à cela. Et je pense que c'est à ce niveau-là que les préoccupations du professeur peuvent être prises en compte. Et professeur, je vous rassure que ce que nous allons entreprendre, nous le ferons avec vous. Parce que dans l'atelier que nous avons prévu le samedi prochain, il y a bien sûr les universitaires qui sont prévus, il y a la société civile dans toute sa composante, il y a la classe politique, pour que nous réfléchissions ensemble à comment nous allons corriger ce que vous appelez ici l'erreur qui a été faite au départ. Et nous allons arriver à cela, pourvu que simplement, que tous ceux qui viennent à cet atelier-là, et j'espère que vous serez des invités, si vous ne l'êtes pas, nous allons veiller à ce que vous soyez là, pour que nous réfléchissions ensemble à comment faire pour que cet accord-là, dans son application, puisse se faire et dans toute son ampleur, avec la participation de tout le monde, sans omission quelconque. Amadou Goïta. Je pense que l'accord prévoit déjà les mécanismes de mise en place du comité de suivi et surtout de son fonctionnement. Si je ne m'abuse, dans l'accord, c'est les parties prenantes. Il s'agit du gouvernement, il s'agit de la CEMA et il s'agit également de la plateforme, plus le médiateur et également les pays garants. Maintenant, la question fondamentale qui se pose, je pense que même dans l'accord, cela est prévu, il est prévu une conférence d'entente nationale où on doit créer les conditions de l'appropriation
par l'ensemble du peuple malien de l'accord et également de son suivi. Maintenant, la question qui urge, comme je l'ai dit, c'est vite aller à la mise en place de cet accord, pas de l'accord de ce comité de suivi, pour que l'aspect sécuritaire, parce que le plus important, on a beau parler, tant que l'aspect sécuritaire n'est pas pris en compte, tant que ce processus de DDRRI, qui est le processus de cantonnement, désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration, n'est pas mis en œuvre, il sera un peu difficile que les Maliens puissent, jusqu'à présent, comme je l'ai dit, certains sont sceptiques, mais nous avons accepté l'accord en disant que ça peut ramener la paix. La paix n'a pas de prix. Et malheureusement, si on ne fait pas attention, c'est cette paix qui risquerait d'être mise en cause. J'ai parlé de l'attaque d'hier, on ne sait pas qui l'a fait. Je sais que ça n'a été revendiqué par personne, même si demain on soupçonne déjà Amsardine et Yadagali. Mais il faut créer les conditions d'abord de confiance et qu'on sente qu'après la signature de l'accord, il y a quelque chose qui bouge. Et l'impérieuse nécessité aujourd'hui de la mise en place de ce comité de suivi est une priorité. Alors, le comité de suivi, comme son nom d'ailleurs l'indique, doit suivre l'évolution des choses, s'assurer qu'elle se passe dans l'esprit du respect du contenu du document. Dites à présent, en cas de faille, par exemple, d'un côté ou de l'autre, que pourrait faire ce comité de suivi, professeur Niang? Bon, vous savez, la France s'est portée garante de l'accord. Et la résolution 2227 aussi donne à la France en réalité un pouvoir extraordinaire. Parce que même la sécurité du Mali n'est plus dans la main de la MINUSMA, mais c'est dans la main de la France. C'est très important. Or, la France, elle est partie prenante, mais elle est l'une des causes principales de ce qui se passe. C'est la France, à travers l'irrédentisme, qui a provoqué ça. On ne va pas aller en Libye pour revenir. Mais ce qui s'est passé au Mali aujourd'hui, c'est la France qui est. Et la France a été très claire en 2014, en février 2014. Il dit, j'ai des problèmes chez moi. Il me faut un redressement productif. Et le redressement productif passe par la mise en route du renouveau minier. Et le renouveau minier passe par l'or. Ça passe par le Mali. Parce que c'est le Mali qui est le troisième producteur, le premier producteur francophone de partout. Donc tant que vous n'avez pas ces éléments, ce n'est pas possible que nous puissions avancer comme il faut. C'est-à-dire s'il y a des problèmes qui restent dans leur case sans qu'on les soulève et qu'on les discute, ça ne marchera pas. La France s'est mise d'accord avec l'Algérie pour passer du Burkina à l'Algérie, mais c'est un compromis dont le prix, nous ne savons pas. C'est qui est le prix de ça? On ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on a une diplomatie qui n'est pas une diplomatie qui est informée par les études stratégiques. Dans tout pays qui se respecte, ils ont des études stratégiques. Et ils ont les différentes options et c'est partir de là maintenant qui continue. Est-ce que vous voulez me dire que Diop, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a été chef négociateur, va être membre du comité de suivi? C'est pas possible. C'est lui qui fait la mise en œuvre. Si ça ne marche pas, c'est lui qu'on doit attraper. On dit que tu n'as pas mis en œuvre. Il va voter contre lui-même que je n'ai pas mis en œuvre. Non, ce n'est pas possible. Il fallait qu'il y ait une coordination nationale de veille citoyenne et stratégique, très indépendante, qui soit là pour veiller à ce que les choses soient faites. Mais pour veiller, il faut que tu cherches exactement ce que tu vas veiller sur quoi exactement. Je crois qu'on est en train de se parler sans se comprendre, et avec le Premier ministre et puis avec mon ami de la Fondation, Diakting. Je pense que ce qu'on veut vous dire, des milestones, comme disent les Anglais, voilà des points de repère. On doit être dans ça. Mais ce qui est dans le document maintenant, là, c'est général. Tu peux être une personne responsable de ça, comptable de ça. On est tous responsables. Y compris l'Algérie, il sera responsable. Mais comptable, maintenant, vous voulez dire au Mali comptable? Vous avez dit de faire des forages. Et moi, j'ai fait 12 pages pour dire qu'il y a certaines choses que je n'accepte pas. Vous voulez que moi, je sois comptable de ça? Non. Sur le plan international, non, il n'y a rien qui nous lie. Est-ce que l'Assemblée nationale a discuté ça? Est-ce qu'il y a eu un référendum? Non. Donc, voilà, vraiment, moi, mes problèmes sont à ce niveau-là. Sinon, allons-y avec l'accord. C'est très bien, mais il va nous amener à une autre crise. Nous allons observer une seconde pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Alors, le comité de suivi de l'accord de paix signé par toutes les parties au Mali a-t-il les moyens de peser sur l'évolution des choses, l'aspect du débat sur lequel nous étions avant donc la pause? Nous allons poursuivre cette fois-ci avec facilement Diakité de la Fondation Balasan. Bon, je dois dire que si le comité de suivi fait son travail comme il est prévu, je vais particulièrement insister sur la supervision de tout ce qui doit être mis en œuvre pour que l'accord soit appliqué. Si cette supervision est faite correctement, et si la coordination telle que prévue, en tout cas dans les missions de ce comité, la coordination de toutes les actions qui doivent concourir à l'application correcte des dispositions qui sont prévues dans l'accord se faisait comme prévu, je dis que oui, le comité de suivi peut peser sur, en tout cas, l'application de l'accord et la réalisation, en tout cas, des 150 engagements qui sont prévus. Mais faut-il encore qu'à ce niveau-là, que tous les problèmes qui ont été soulevés par mon jeune frère et qui minent actuellement le comité olympique, je ne le dis pas, je l'ai entendu ici, si cela devait être un frein, en tout cas à la bonne marche du comité de suivi, oui, le comité pourrait faillir à sa mission. Mais sinon, si le comité faisait son travail tel que prévu par les missions qui lui sont assignées et dans le contexte de l'accord tel qu'il est écrit, je pense que nous devons aboutir en tout cas à la réalisation des objectifs qui sont prévus. Monsieur Goïta. Oui, le comité de suivi peut avoir une action de contrôle. Puisque cet accord, si je ne m'abuse, est aujourd'hui accompagné par l'ensemble de la communauté internationale. La mission du comité de suivi, c'est de veiller, c'est de contrôler, c'est de superviser la mise en œuvre de l'accord. Il est mentionné dans l'accord que toute partie qui entravera la mise en œuvre de l'accord sera considérée comme ennemi de la paix. Et nous assumons aujourd'hui que ce comité de suivi, qui regroupe en son sein l'ensemble de la communauté internationale, parce que la France qui joue un rôle extrêmement important. J'ai même eu peur un peu des propos du ministre de la Défense, Yves Le Drian, qui tient à l'œil le président de la République comme si le Mali n'est pas un pays souverain. Je pense que le Mali a accepté cet accord pour la paix, le Mali a accepté cet accord pour la sécurité, le Mali a accepté cet accord pour que les Maliens se retrouvent. On n'a pas besoin de leçons de qui que ce soit. En acceptant cet accord, malgré ses faiblesses, on a bien dit, il n'y a pas de bon accord. Il ne peut pas y avoir de bon accord. Maintenant, dans la mise en œuvre d'un accord, nous devons faire cette mise en œuvre de façon intelligente. Éviter que les points qui peuvent amener le morcellement du Mali ou bien la désingrétation du Mali, que tous les Maliens conviennent que ce pays nous appartient et que ceux qui ont pris les armes comprennent aussi qu'ils ont entamé un chemin sans issue. Et s'ils reviennent à la raison, c'est mieux pour tout le monde. Je l'ai dit, nous devons avoir peur. Nous devons avoir peur parce que les attaques auxquelles nous assistons aujourd'hui dans le sud du Mali doivent nous faire peur. Et voilà pourquoi nous devons faire vite. C'est comme ça que Boko Haram a commencé au Nigeria. Je ne le souhaite pas pour mon pays. Aujourd'hui, il y a un volet extrêmement important. Vous savez, quand vous prenez le Massina, quand je dis Massina, vers Mopti, Sikasso, je ne globalise pas, mais je vois que c'est des élèves coraniques qui sont en train d'être la proie facile pour ces réseaux terroristes et mafieux. Et voilà pourquoi le gouvernement doit vite prendre le taureau par les cornes. On ne peut pas avoir deux fers au feu. Aujourd'hui, nous avons consenti trop d'efforts, il y a eu trop de pertes en vies humaines au nord. On ne souhaite pas que le sud aussi s'embrasse. Alors, l'accord de paix a été récemment signé. Le comité de suivi a commencé ses activités, vous l'avez dit tout de suite, à cette troisième réunion prévue pour 2 jours. Toutes les parties ont exprimé leur optimisme par rapport aux objectifs fixés. Cela suppose qu'il y ait la confiance. Alors, vous, est-ce que vous sentez déjà que la confiance est rétablie entre les différentes parties? Professeur Niang. Non, la confiance n'est pas totalement établie. Parce que déjà, la CEMA a commencé à noter les points de discorde. Ils ont dit que les femmes devaient être cantonnées à Ménaka. Ce n'a pas été le cas. La plateforme devait être à moins de 20 km. Ils sont à plus de 100 km. N'est-ce pas? Leur vice-président, Djeri, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, ils ont noté ça comme étant une défense, une mauvaise gouvernance administrative. Parce que si on l'a blanchi
Il fallait qu'on informe Interpol partout. Je crois ce qui va... J'aime bien ton expression, Béni a la raison. Je crois que cet accord est extrêmement difficile à appliquer dans un environnement asymétrique où il y a l'insécurité, la paix ne dépend pas des parties prenantes Gacha et la plateforme, disons, SEMA et le gouvernement du Mali. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend d'autre chose. Tu viens de faire des suppositions. Qui a attaqué l'armée? Donc, ce n'est pas à ce niveau-là. Vous voyez ces gens-là, ce qu'ils vont faire? Ils vont dire le poste de ministre de l'Industrie et de la Mine, moi, Maître Touré, moi je prends ça. Et là-bas, je veux le ministère des Affaires étrangères, je veux le ministère des Finances. Ils vont se partager encore les gâteaux, comme ça a été pour les autres accords. Et puis après, encore, on rebelote encore et on revient encore à une autre crise. C'est la raison, venir à la raison, c'est ce qui risque de se passer. C'est ce que je prévois maintenant. Sinon, on va vers l'atomisation. Et si c'est l'atomisation, si l'Azawad prend son indépendance, l'Algérie est là pour le bouffer. Donc, il ne va pas l'accepter. Donc, ils sont très, très stratèges, ces gens-là. Et puis, quand tu es à Radisson, en train de dormir là-bas et de manger aux frais de la République, 8 mois en Algérie, c'est un pays pétrolier. Bon, le Mali est pays aurifère, mais nous n'avons pas plus de 20%, nous ne connaissons même pas la production. Nous n'avons pas d'argent. Et les autres régions ne vont pas accepter que tout cet argent-là soit consommé ailleurs. Ce n'est pas la France qui va payer parce que la France a des problèmes. Ce n'est pas les États-Unis qui vont payer parce qu'ils sont à 150% de dette par rapport à leur PIB. Soyons raisonnables, ça n'ira pas quelque part. Les engagements ne peuvent pas aller quelque part s'il n'y a pas l'argent. Je suis un économiste. S'il n'y a pas l'argent pour la mise en œuvre, vous allez tenir qui responsable? Facilement Diakité de la Fondation Balazan. Oui, la confiance, il faut bien que la confiance règne. C'est le point de départ. S'il n'y a pas de confiance entre les protagonistes, il va sans dire que rien ne sera acquis. Et comme on dit dans notre jargon footballistique, il faut jouer balle à terre dans l'application de tels accords. Il faudrait que toutes les parties se disent que nous sommes engagés pour la paix. Et que pour arriver à cette paix-là, il n'y a pas de sacrifice qu'on doit ne pas faire. Il faut s'asseoir à tout moment, voir si les moyens, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, les moyens matériels, logistiques, financiers sont là pour que vraiment ce qu'on a dit qu'on va faire dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours est réalisable. Si oui, c'est réalisable et qu'on ne l'a pas fait en ce moment, on dit pourquoi ça n'a pas été fait. Mais tant qu'on n'a pas fait cette analyse-là, de façon très sereine et de façon très terre-à-terre, excusez-moi l'expression, avec la bonne foi de toutes les parties, il n'y aura pas de confiance. Et moi, en tout cas, je touche du bois en disant qu'il faut que toutes les parties prenantes se fassent confiance et qu'on s'asseye quand il le faut pour faire le point et peut-être trouver les causes de ce qui n'a pas marché pour aller vers les solutions. Amadou Goïta. Oui, la confiance, c'est le préalable. Sans confiance, on n'ira nulle part. Je pense qu'à partir du moment où les parties belligérantes ont paraphé et signé le document, ils s'engagent. Ils s'engagent pour la mise en œuvre de ce document. Mais la confiance est à renouveler. Effectivement, le professeur vient de le souligner tout de suite. Il y a déjà des points d'achoppement où la SEMA réclame des postes de souveraineté. Je ne pense pas que cet accord est un partage de gâteaux. Il s'agit du Mali, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Il s'agit de la paix et de la sécurité, que les uns et les autres comprennent cela. Que les Maliens ont accepté. Les Maliens ont accepté au sacrifice. Ils ont consenti beaucoup d'énormes sacrifices. Rien qu'à voir les mesures de confiance que le gouvernement est en train de prendre aujourd'hui à travers la libération de certains djihadistes. Vous voyez, donc c'est des mesures de confiance que le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Maintenant, il revient aussi à la communauté internationale. Il revient à l'Algérie pour dire que ça suffit, la récréation est terminée. Et que dès l'instant où on s'engage dans un processus. Voilà pourquoi j'insiste sur le DDR. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui attaquent, on ne sait pas c'est quel combattant. Si on accélère ce processus de DDR, on saura en ce moment que ceux qui ont pris les armes, qui ont adhéré à ce processus, ne sont pas responsables de ce qui se passe sur le terrain. C'est la question fondamentale qui se pose. Est-ce que réellement on est en train de sous-traiter l'insécurité au nord du Mali, l'insécurité dans le sud? C'est des questions qui se posent. Et voilà pourquoi on doit vite aller au cantonnement de ces anciens combattants ou bien de ces ex-rebelles. Souvent, nous allons pouvoir nous rendre compte que vraiment ceux qui sont en train de poser ces actes
n'ont rien à voir avec la CEMA ni les autres partis. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, la confiance est la règle d'or. Sans confiance, on ne peut rien entreprendre. Je pense que l'État malien, le gouvernement malien, le peuple malien a consenti d'énormes sacrifices pour que nous parvenions à cet accord de paix. La communauté internationale doit comprendre cela. Et le Mali n'acceptera jamais que notre pays soit divisé. Alors, il nous reste à peine 3 minutes. On va faire un dernier tour de table juste pour le mot de la fin. Nous commençons par le professeur Niang. Je pense que pour que la confiance revienne, il faut que demain, les femmes soient à Kidal. Il faut que le gouverneur retourne à Kidal. Il faut que l'administration soit là-bas totalement. Et on saura en ce moment si les choses viennent de Kidal ou ça vient d'ailleurs. Mais aussi longtemps que nous sommes dans cette confusion encore, la ligne rouge du Mali, du gouvernement de Bamako a été depuis longtemps entamée le jour où on a quitté Kidal et qu'on n'est plus là-bas. Et donc la laïcité, peut-être. Mais le reste là, dire que l'intégrité est maintenue là, c'est pas vrai. On n'est pas à Kidal. On a 2 tiers du territoire pratiquement où on ne contrôle pas. Et je pense que la confiance pour les autres Maliens, c'est quand on sait que nous avons notre gouverneur là-bas, là, comme on l'a à Kaï, comme on l'a à Sikassou, nous dit maintenant, Bamako est là-bas maintenant. Mais pour le moment, Bamako n'est pas là-bas. Facilement Diakité de la Fondation Balanzan. Merci. Je terminerai en disant simplement, vivement un comité de suivi opérationnel avec les moyens matériels, logistiques et la confiance qui doit régner en son sein pour arriver en tout cas aux objectifs fixés. Et vivement aussi l'implication forte de la société civile, de la classe politique telle que prévue par l'article 51. Et nous, Fondation Balanzan, nous allons œuvrer à cela. Et c'est l'objet de notre séminaire de samedi prochain. Rappelez-nous, voilà. Le séminaire de samedi prochain se tiendra à la Maison des Aînés sur ce thème justement de l'application de l'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la société civile, la classe politique et toutes les parties qui ne sont pas signataires de cet accord-là, mais qui doivent être des instruments de veille et d'alerte, puissent se mettre ensemble et créer un cadre de concertation qui pourrait donner en tout cas, qui pourrait être un instrument de conseil pour les institutions qui sont mises en place pour le suivi de l'accord. Amadou Goïta du Parti Socialiste. J'ai bon espoir que cet accord pour la paix, ce n'est pas un accord de paix, on dit un accord pour la paix. Ça veut dire que nous devons travailler pour la paix. Je voudrais dire, le professeur l'a rappelé, les responsables de la CEMA sont à Bamako, ils sont en sécurité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les populations et qui sont les responsables de cette rébellion sont chez nous ici, ils sont en sécurité. Ça veut dire que si notre armée est à Kidal, les populations de Kidal seront en sécurité. Donc les premières mesures de confiance, c'est le retour de l'armée malienne sur toute l'étendue du territoire malien. C'est à cela que nous exhortons les différents acteurs et surtout le comité de suivi à s'atteler à cela pour permettre à ce que la confiance entre les différents acteurs plutôt, puisse nous permettre aujourd'hui de créer un climat propice et que les ennemis de la paix, les terroristes qui attaquent, qu'ils soient identifiés ensemble, qu'on fasse des patrouilles mixtes et qu'on aille les déloger pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays. Je vous remercie. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève cette émission qui vous a été présentée par Seydou Fomba. Je rappelle que nous avons parlé du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation et nos invités étaient au nombre de 4. Moussa Mara, le président du parti, ancien Premier ministre que nous avons eu en ligne au téléphone. Donc, le professeur Ablagnan qui est chercheur, Amadou Goïta du Parti Socialiste et Facilement Diakité de la Fondation Balanzan. Nous les remercions tous. Alors, aux opérations techniques, disons à la mise en onde, et il y avait Mamadou Ouattara, régie vidéo, nous direz à la réalisation Ousmane Djadje Touré. Nous vous retrouvons demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue.